Salut Dom. Salut Émilie. Et non, aujourd'hui t'es pas à la grange pour venir transpirer. Je vais te faire tester le balcon de la grange, je crois que c'est une première pour toi. C'est une première, jamais venu. Voilà, donc c'est une petite interview qui sera présentée donc, sur la chaîne YouTube d'Octopus Coaching et qui sera aussi disponible en format audio sur le podcast de Poulpe au Flow. Super. Voilà. L'objectif de cette petite interview, c'est de partager aux différents sportifs ou pas forcément d'ailleurs sportifs de la grange, peut-être des gens qui n'ont jamais mis les pieds à la grange, des histoires, des conseils et voilà, des profils de personnes qui peuvent avoir un suivi ici chez Octopus Coaching. Donc, Dom, 64 ans. Tu fais partie des plus... Pas 64 ans, 60 printemps et 4 automnes. Ok, bon, ça va. Tu fais partie des plus âgés, entre guillemets, des personnes que je suis. Et c'est vrai que tu as un profil qui est complètement à la fois atypique et à la fois classique. Donc je me suis permise de faire un petit tour de ton entourage. J'ai inspecté, j'ai mené un petit peu mes différentes enquêtes pour réussir à voir un petit peu ton parcours et pouvoir te poser des questions sur comment tu as réussi chaque étape de ta vie. Donc au niveau des informations que j'ai réussi à récolter, ma première question c'était comment on définit Dom. Donc je vais te présenter un petit peu la façon dont tes proches t'ont présenté, ma façon, et tu me diras un petit peu toi, ta façon en tout cas de te voir. Ok ? Ça marche. Donc ils t'ont défini, franchement ils n'ont pas été très sympas. Impatient, humour de merde, rancunier et gueulard. Oui, effectivement, ça n'a pas été sympa. Franchement, ils t'ont pas raté. Il y a les extrêmes. Après, voilà, il faut dire que bon, la personne en plus qui m'a donné les infos, ça doit faire 40 ans qu'elle vit avec toi. Donc forcément, elle a un petit peu le revers du décor. Voilà. Moi, je te définirais plutôt comme déterminé, ambitieux, passionné, qui aime que ça avance et infatigable. Comment toi, tu vois les choses ? Alors infatigable, pas vraiment. Disons que quand je me repose, je le fais pas voir, je le dis pas. Mais bon, j'ai retrouvé surtout beaucoup d'énergie depuis que je suis ici, depuis que tu m'as fait comprendre que la nourriture c'est essentiel, ce qui est quand même fort pour un cuisinier quand même. Mais en fait, on va y revenir, ça, je vais faire un petit topo justement d'où tu viens et ton parcours. Voilà, on peut être cuisinier, mais avoir de mauvaises informations dans la façon de se nourrir quand on est actif ou très actif. Même si on n'est pas actif, on devrait manger normalement, mais bon, la cuisine ne m'a pas du tout aidé de ce côté-là. Et depuis que tu m'as remis un peu dans le droit chemin de la nourriture... Ouais, il faut dire que j'ai été aidé aussi par Michel Martineau qui a fait plusieurs interventions ici et c'est vrai que toi tu as été là à chaque fois et on y reviendra un petit peu plus tard. Je te propose que j'essaye de faire un petit peu le tour de toi, de ton parcours, de comment tu étais étant jeune et jusqu'à maintenant. Donc par rapport aux infos qu'on m'a données, il s'avère que tu as quand même été toujours très sportif. J'ai appris que tu avais fait des compétitions en tennis et en ski de fond. Un peu, oui. Un petit peu, voilà. Bon, c'était le début, mais bon, c'était surtout de l'entraînement et de temps en temps une compète. Ça allait jamais bien loin, mais ouais, il y avait beaucoup d'entraînement. Tu avais quand même beaucoup d'entraînement et puis de l'aspect sport quand même qui t'a toujours, t'as toujours apprécié. Après, comme info, j'ai eu le fait que tu te sois tout de suite dirigé dans la cuisine. Tu as eu la chance d'être formé à côté des plus grands, des très grands restaurants, notamment Albert Ier à Chamonix où tu as pu faire ton expérience. Avant, à l'âge de 35 ans, ouvrir ton hôtel-restaurant à Noirmoutier, où tu travaillais avec ta femme Cathy dans le restaurant que tu as créé, qui était, on va définir ça comme un semi-gastro. Les 20 premières années de ta vie, tu n'as fait aucune activité physique, Dom. J'ai appris ça, terrible. Pas possible. Complètement pris par le travail et où tu n'as laissé aucune minute pour toi, tes activités, ton plaisir finalement que tu avais depuis le plus jeune âge, le sport. Le boulot à fond. Le boulot à fond parce que tu avais l'objectif de vraiment réussir ta carrière ou... Oui, c'était ça. Et puis on travaillait que tous les deux. Il fallait vraiment que l'entreprise fonctionne pour que nous on survive parce qu'on a démarré avec pas beaucoup d'argent. Et il fallait rembourser les emprunts, il fallait se faire une clientèle. Donc boulot à fond, c'est obligatoire. Donc toi, ouais, à ce moment-là, tu jugeais que ton bien-être finalement personnel, il passait à côté quoi. C'était la boutique en premier et en deuxième, c'était la boutique. Ok, c'était un choix parce que tu pensais vraiment que tu n'avais aucune alternative et que de toute façon, le moins de perte de temps, la moindre minute que tu allais perdre
ça allait être pas terrible pour ton hôtel-restaurant, ou tu n'avais même pas forcément conscience que tu pouvais avoir besoin de faire de l'activité sportive? Ben, c'est pas une question que j'avais pas conscience, c'est-à-dire que quand on démarre d'en bas, parce qu'on a démarré avec pas beaucoup d'argent et qu'on avait des gros remboursements au départ, forcément toute notre activité se concentrait sur le travail. Et en se disant peut-être qu'un jour ça ira mieux et on pourra retrouver du temps pour nous. Et en fait, c'est jamais arrivé, il a toujours fallu qu'on aille à fond. Si, moi je pense que c'est arrivé parce qu'au bout de. Donc, c'est ce que ta femme Kathleen me disait. Les 20 premières années, finalement, tu n'as fait aucune activité physique parce que tu étais complètement pris par le travail, ce que tu me racontes. Mais au bout de 20 ans, du jour au lendemain, tu décides de te mettre au vélo de 6h à 7h du matin, précisément. J'ai même eu les détails, 26 km 500 tous les matins, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, n'importe quoi, par n'importe quelle météo t'étais dehors, avant de commencer finalement ta journée et de servir tes premiers clients qui étaient à l'hôtel sur le petit déjeuner. Finalement, il y a eu un déclic. Alors, quel a été le déclic? Tu as estimé que tu avais une moins grosse charge de travail, que tu avais une meilleure organisation? Pas du tout. Quand l'hygiène et la sécurité est venue me voir, ils m'ont fait comprendre que j'avais d'énormes travaux à faire pour me remettre au goût du jour et que j'ai décidé très rapidement que c'était impossible parce que l'argent que ça représentait, l'investissement était trop important pour nous. Et déjà, j'avais fait déjà 20 ans dans cet hôtel-restaurant, plus le reste qu'on a fait avant. Mais donc très rapidement, même les filles, c'était 2 filles, elles n'étaient pas parties, que j'avais décidé de fermer. Et à partir du moment où on a fermé, là forcément, alors fermé le restaurant, on a gardé l'hôtel ouvert, et forcément, là j'ai eu 5 ans pour pouvoir retrouver un petit peu de quoi faire du sport. Hein. J'avais un peu une plage horaire qui était beaucoup plus libre, et il y avait toujours du travail dans l'hôtel parce que les clients étaient toujours là. Il fallait toujours faire l'entretien du bâtiment, ça me prenait beaucoup de temps. Mais du coup, 6h moins le quart, 7h moins le quart du matin. T'avais 1 heure de dispo dans la journée. Voilà, et je suis arrivé à faire sur une année, tous les jours de l'année, je sais plus sortir. Ok, et donc pourquoi le vélo finalement? Est-ce que t'as jamais. Enfin, pourquoi le vélo et pourquoi t'as pas décidé de un coup aller marcher, un coup aller courir, un coup de faire par exemple du renforcement musculaire? Pourquoi le vélo? Et ben pourquoi le vélo? Parce que c'est comme ça qu'on va voir ailleurs très rapidement. Okay. Beaucoup plus qu'en courant par exemple. Et quand on passe des heures et des heures dans une pièce, c'est-à-dire dans l'hôtel-restaurant, parce qu'on était quasiment toujours dans le bâtiment, la meilleure façon d'aller au plus loin pour voir du paysage et changer les idées, c'était le vélo. Ok, mais bon, on m'a quand même dit que tu avais fait tout le temps la même boucle. Une fois à l'endroit, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Mais juste de voir du paysage et d'être dehors, finalement, c'était ce qui te convenait. Ouais, parce que c'était la boucle que je m'étais organisée, elle était hyper variée. Okay. Du coup, une fois d'un côté, une fois de l'autre, ça doublait le trajet. Ouais. Enfin, il était 2 fois plus intéressant et ça me suffisait. Mais c'est tout, ça a été très rapidement devenu le plaisir de sortir. Okay. La boucle, c'était quelque chose, mais il y avait le plaisir de sortir. Faut pas oublier que l'hiver, 6h moins le quart, 7h moins le quart, il fait nuit. Ouais. Donc du coup, je voyais rien. J'avais simplement ma frontale en lumière rouge. Mais c'était vraiment l'effort physique et la détente. On pense à rien, quoi, à rien d'autre. Ok, ouais, c'est vraiment ce côté activité à l'extérieur, grande bouffée d'air frais. Ok. Et donc après, 5 ans après avoir mis cette routine en place, de vélo chaque matin, que tu n'as évidemment jamais raté, tu fais un arrêt cardiaque à vélo en plein rond-point, tu chutes et l'automobiliste qui est derrière toi finalement te ramasse. Comment tu le vis à ce moment-là? Est-ce que ça te fait un électrochoc? Est-ce que tu te rends compte quand même... Enfin voilà, faire un arrêt cardiaque, alors pour moi c'est quand même... tu dis waouh quoi, un arrêt cardiaque c'est pas rien finalement. Mais toi, est-ce que tu te rends compte un peu, entre guillemets, de la gravité des choses? C'est quand même... quand on t'annonce que tu as fait un arrêt cardiaque et que c'est pour ça que tu as chuté à vélo, je trouve ça quand même un peu violent comme... Eh ben en fait pas du tout. Pour moi c'était bénéfique. Je suis un peu hors norme moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai fait mon arrêt cardiaque, le mot arrêt cardiaque, pour moi, il n'a pas été dans ma tête. Moi, je suis tombé. J'ai fait... D'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on éteint et qu'on allume une lumière, c'est bien on-off, c'est instantané, c'est dans le dixième de seconde. Et moi, c'était pareil. J'étais on sur le vélo et off par terre. Et j'ai pas vu de différence, sauf quand je me suis réveillé par terre. Et en fait, c'était bénéfique parce que de cet arrêt cardiaque, pour moi, c'était une chute à vélo. J'avais pas le terme arrêt cardiaque. J'ai fait tous les examens possibles et imaginables. Test à l'effort et puis contrôle dans tout le corps que j'avais jamais eu. Et du coup, le Toubib m'a dit, mais vous êtes en super forme. Et il m'a aussi dit, ce qui vous est arrivé, ça arrive qu'aux sportifs. C'est on-off comme ça arrive pas chez les autres.
Les autres, ils font des AVC, ils ont des problèmes de cœur qui sont un peu différents. Mais la grosse différence, c'est que pour un sportif, il n'y a pas de répercussion après. Ok. On fait un on-off, un coup de fatigue, le corps dit non, j'arrête, on tombe. Mais quand on repart, on n'a rien, on n'a pas de séquelles. Ok, d'ailleurs c'est ce que m'a dit Cathy, que tu as à peine 15 jours après, tu reprenais totalement ta routine, tes 26 km 500 dans un sens et après dans l'autre. Voilà, j'ai pas été fatigué de cette chute. Ok, donc en tout cas, ça t'a absolument rien bénéfique. fait. Bénéfique. Complètement fou. Eh oui, le check-up a dit que j'avais pas... Enfin, quand ils ont fait les artères, ils m'ont dit, vous avez rien dans les artères, elles sont quasiment nickel. J'étais déjà pas tout jeune. J'étais vachement content, je savais pas que j'étais en si bonne forme. Ok, finalement, ouais, tu le prends. Ça a été bien. Ah ouais, moi, positive attitude. Cool. Ouais. Ouais, je fais un arrêt cardiaque, pas grave. Non, bah non, parce que, alors, par rapport à ce que les toubibs m'ont dit, oui, hein, oui, ok. donc ça m'a pas du tout angoissé, rien du tout. Ok. Je me suis dit, ça y est, je peux y aller, je continue bon, en fait. C'est bon, je suis un vrai sportif, let's go. Ok, donc tu continues avec cette routine de sport finalement jusqu'à tes 60 ans où tu décides de revendre ton hôtel-restaurant et de prendre votre retraite. Du coup vous revendez et vous décidez de venir vous installer donc à Pouilly, à Saint-Joire, à côté de votre famille. Et c'est là où tu deviens mes très sympathiques voisins, enfin vous devenez mes très sympathiques voisins. Tu t'étais juré, j'ai noté dans ma petite note, de jamais mettre les pieds dans une salle de sport. Donc tu commences la première année de ta retraite ici avec plein d'activités outdoor, notamment le VTT que tu apprécies à faire avec tes potes, en famille, etc. Et donc il me semble que tu te mets une première gamelle où tu te pètes un orteil, tu reviens de tout seul, et tu rechutes à vélo. Et là, voilà, sur un talus, je me fais les malléoles, une malléole, donc je me fais plâtrer. Et comme ma fille connaissait Émilie, quand elle lui a dit ça, Émilie lui dit tout naturellement, qui vienne me voir, même avec son plâtre, on pourra faire quelque chose. Okay. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à la grange avec un plâtre et 2 béquilles. Ok, et est-ce que tu pensais plutôt venir faire du social ou réellement travailler? Toi, ta vision de la salle de sport à ce moment-là, c'était quoi? C'était quand ta fille et ta femme te disent va à la salle de sport d'Émilie, elle te trouvera des choses à faire. Est-ce que tu penses plutôt qu'elle t'amène à la salle de sport pour t'occuper, être tranquille à la maison, que tu papillonnes pas dans tous les sens à la maison et que tu te dépenses? Voilà, comment toi tu vois le truc? Est-ce que tu penses plutôt venir faire du sport ou du social à ce moment-là? Eh bien en fait, ni l'un ni l'autre, c'était plutôt une occupation, parce que salle de sport, je connaissais pas, je connaissais le terme, je savais à quoi ça correspondait en gros, j'étais jamais rentré dedans. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à faire. Déjà, j'allais pas dans une salle de sport, j'allais chez Émilie. Ok, donc chez Émilie, mes petits-fils y allaient, ils faisaient un peu de parcours, ils faisaient un petit peu de choses comme ça. Mais pour moi, j'étais même jamais monté quand j'emmenais les gamins. Mes petits-fils, j'étais pas monté dans la grange, je savais pas à quoi ça ressemblait. Ok, et t'avais pas l'envie? Alors c'est pas que j'avais pas l'envie, c'est que j'ai été grand ouvert. On verra bien ce qui se passe. Oui, mais avant, justement, parce que finalement on a été voisins pendant 1 an. Ouais. Mais moi je savais pas que t'étais mon voisin, hein. Je l'ai découvert, je vous avais jamais, on se croisait, mais comme certains voisins. Voilà. Mais finalement toi, du coup, tes petits-fils venaient ici. Ouais. T'as jamais eu l'envie ou la curiosité de te dire, je vais quand même aller voir cette salle de sport? Pas plus que ça en fait, pas plus que ça. Je savais un peu ce qu'ils y faisaient et puis. De toute façon, c'était pas pour toi. T'étais sportif. Eh ben c'est pas que c'était pas pour moi, c'est que vu que je savais pas trop à quoi ça correspondait, mais surtout que j'avais pas d'a priori quand même si de moi-même je m'étais jamais dit j'irai dans une salle de sport, parce que moi le sport, les activités physiques c'est dehors. Hein. J'avais pas vraiment d'a priori sur les salles de sport vu que j'étais pas concerné. C'est plutôt de ce côté-là. Ok. Et du coup, quand je suis rentré là, j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas, c'est-à-dire un esprit de groupe. On a beau dire dans une cuisine, même si on a travaillé à 12, l'esprit de groupe, il est vraiment, c'est du travail. Alors que le sport, c'est une activité externe au travail. Et c'est assez différent. Voilà, j'ai rencontré des gens qui sont attachants parce que c'est un petit groupe. Même si on est sûrement 60 ou 70, on n'est pas tous en même temps, on est là que 8-10, et du coup, c'est toujours des petits groupes. On se lie très facilement d'amitié, et ça, c'est vraiment super. Ce côté social, t'apprécies, quoi. Alors voilà, moi qui ai toujours été enfermé dans ma cuisine, du coup, à la retraite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller vers les autres. Okay. Parce que tout seul dans sa cuisine, au bout d'un moment, j'ai fait 27 ans comme ça, c'était Cathy qui s'occupait de la restauration et des chambres, ouais. Même si dans les chambres j'y allais, mais il n'y a plus personne, c'était pour mettre un coup de clean.
Voilà, moi j'ai eu besoin de m'ouvrir. À l'inverse, Cathy, elle qui a vu beaucoup de monde toute sa vie, elle a eu besoin de se remettre un petit peu... De prendre un peu plus de temps pour elle, vraiment. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je suis rentré sans a priori et très rapidement, très content d'être là, de découvrir ce monde que je connaissais pas du tout. Parce que le monde du sport, pas au niveau de ton côté, oui, avec tout ce que tu me racontes, mais du sport des gens lambda, parce que c'est tellement mélangé entre les hyper sportifs et les gens qui étaient comme moi quand j'ai commencé, bon à pas grand chose, le volume ou l'essuie-glace, il est vraiment important, quoi. Et ça, moi, j'ai kiffé tout de suite. Et cet esprit de famille, parce qu'en fait, c'est quand même un esprit de famille qui règne ici. Mais là, encore aujourd'hui, par exemple, quand on dit à quelqu'un qui est plâtré ou avec une attelle, ou même qui a des maladies un petit peu plus graves, comme certaines personnes qui sont ici à la Grange, si on écoute plutôt, on va dire, le staff médical, ils ont plutôt tendance à dire « Ouh là là, 12 semaines de plâtre, on fait rien, on attend ». Et vous attaquerez à une rééducation au bout de X semaines, 12 semaines. Et puis, à l'issue de la rééducation, vous allez pouvoir reprendre vos activités. De ton point de vue, bon, après les quelques bobos que tu as enchaînés, notamment cette malléole, est-ce que déjà, parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, on m'a dit de rester complètement calme, est-ce que c'est pas finalement plus dangereux d'aller à la salle de sport? Comment toi, tu as vécu finalement ça? Est-ce que tu penses que ça a été dangereux? J'ai pas eu d'a priori parce que le corps médical, pendant très longtemps, je l'ai pas connu. J'ai eu la chance de pas avoir de problème. En fait, il y a depuis que je fais du sport que je me casse un peu. Mais c'est pas négatif, c'est jamais négatif. J'essaie toujours de prendre le bon côté des choses. On se casse, oui, on se répare, mais on a tellement de bonnes infos quand on est ici qui viennent de quelqu'un qui a beaucoup été dans le milieu professionnel, donc du sport à haut niveau. Et du coup, tes infos, elles sont tellement plus parlantes que les infos du corps médical qui, forcément, il y a plusieurs sons de cloche. Hein. Chaque chirurgien ou chaque to-be n'a pas le même discours sur la même bobologie, par exemple. Du coup, quand on sait que ça vient de quelqu'un qui a été immergé dedans pendant des années, forcément, moi, je suis plus à même d'écouter ce qu'on me dit, de ce côté-là. D'ailleurs, je regrette de ne pas toujours t'écouter, parce qu'à chaque fois que je ne t'ai pas écouté, j'ai merdé. Et par contre, il faut quand même, je pense, pas confondre non plus entre les avis des médecins, qui clairement un coach sportif, un entraîneur, un diététicien, ce que tu veux, n'est pas médecin, et qu'une blessure, elle se répare avec tel protocole. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'activité douce, par exemple, à côté d'un plâtre? Moi, clairement, je ne peux qu'inviter les gens à le faire. Puisque, pas trop douce, hein, parce qu'on peut faire pas trop doux, même en étant plâtré ou autre, on peut se donner quand même, avec les membres qui nous restent ou la partie du corps qui nous reste, celle-là, on peut continuer de l'entretenir. Voilà, je pense qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que le discours du médecin, du kiné, de toutes les personnes qui vont suivre ta rééducation pour te récupérer à 100%, il est primordial. Et clairement, un préparateur physique ne remplacera jamais un kiné, etc. Par contre, je pense qu'on travaille, comme je t'ai toujours poussé avec les kinés du centre Bélansol à Saint-Joire, qu'on fait un travail extraordinaire. Les avis sont prendre de tous les côtés, et des médecins, et des kinés, et des gens qui ont baigné dans le milieu sportif pendant longtemps. Il faut faire un mix de ça. Il ne faut pas rejeter une partie parce qu'on découvre que quelqu'un a un discours qui est plus parlant. Non, tout le monde est à prendre en compte. Et du coup, on arrive comme ça à se faire sa façon de se remettre comme il faut. Enfin, moi, j'ai fait comme ça, en faisant un mix de plein de choses. Du coup, je pense que je suis arrivé à me rétablir assez rapidement. C'est clair, j'en reviens, parce qu'à la base, c'était 12 semaines de plâtre et tu l'as enlevé à 8 semaines. Parce qu'après les radios, à 8 semaines, tu étais complètement rétabli, tu avais complètement cicatrisé correctement. Et quand le chirurgien m'a dit « essayez de marcher », sur le coup, j'ai tellement été surpris que je lui dis « mais c'est à moi que vous parlez ?» Il fallait être con pour dire ça, hein. Mais ça m'a tellement surpris que je ne comprenais pas que c'était à moi qui disait « vous pouvez marcher ». Ok, ouais, tu t'y attendais pas, quoi. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, il m'a vu faire 3 pas. Alors, c'était en claudinant, en boitant, mais il a compris tout de suite que je pouvais être déplâtré. Et après, j'ai très rapidement compris que le processus allait pouvoir aller un peu plus vite et que ça devenait intéressant de se motiver pour avancer, pour accélérer la guérison.
Donc tu fais du coup tout ton protocole avec le kiné, en parallèle tu continues l'activité. Tu reprends d'ailleurs tes activités finalement un petit peu plus tôt que prévu, le VTT. D'ailleurs on a fait d'ailleurs une super belle trace en VTT qui part du sommet des Brasses jusqu'à à l'arrière de la Grange en passant par le parc. 3,5 km de descente géniale. 3,5 km incroyable, d'ailleurs on en profite un petit peu. Tu décides de remonter à pied, faire un petit peu d'entretien de chemin forestier. Ça, c'était ce printemps, de bonne heure. Et puis, du coup, première petite balade en forêt, un arbre qui est devant, donc naturellement, les branchages un peu gros, je les mettais sur le côté. Et là, il y avait une branche qui était un peu résistante, donc je me suis mis face au ravin, je l'ai poussée, et en poussant, elle a cassé. Donc, toute ma poussée de mes jambes ont servi à faire un petit plongeon. Et là, ça a été l'épaule, toute la coiffe des rotateurs qui a pris. Petite déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs, donc chirurgie, etc. Là, du coup, tu es sur un accident qui est bien différent d'une chute à vélo. En fait, non, parce que je suis retourné à la Grange avec mon bandage, avec ton avec bandage, un bras en moins, et on est reparti. Mais contrairement à une fracture, c'est vrai que c'est un petit peu moins frustrant parce que c'est cassé, et quand c'est recollé, entre guillemets, le processus de guérison est entre guillemets rapide, je dis bien entre guillemets. Là, c'est vrai qu'il faut être patient beaucoup plus longtemps parce que tu es apte, tu peux rebouger entre guillemets assez vite. Par contre, tout ce qui est ligamentaire, c'est plusieurs mois, voire même une petite année pour être complètement récupéré à 100%. Et du coup, rebelote. Du coup, non, parce que moi, j'ai fait... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si j'arrive à prendre un maximum d'infos, je refuse rien, même les choses que je connais pas. Je connaissais un peu les magnétiseurs, donc du coup, j'y suis retourné. Quelqu'un que je connaissais pas, ça a fonctionné. Enfin, je pense que ça a fonctionné parce que ça a été plus vite que prévu, que l'hôpital m'avait dit. Tu mets à chaque fois toutes les chances de ton côté. Voilà, un traitement de plantes. Il y a quelqu'un à Oignon qui fait des plantes, donc j'en ai profité aussi. Du kiné, j'en ai bouffé à Bellençol et j'en ai bouffé tous les jours à la maison un maximum. Voilà, j'ai essayé de varier un peu les plaisirs. Déjà, c'est varié, donc c'est plus facile. Et je crois que je me suis remis quand même plutôt vite. Même si c'est pas terminé, la finition, je pense, elle est très longue, mais ça m'a permis de rattaquer toutes mes activités très rapidement. Et donc, du coup, il y a un sujet qu'on a abordé au tout début, et je pense que, en tout cas, moi j'ai remarqué que tu faisais beaucoup plus attention depuis que tu avais enchaîné d'ailleurs ces deux blessures, c'était l'alimentation, qui a été ton métier finalement de faire plaisir aux gens toute ta vie. Et qui n'aime pas aller dans des grands restaurants, c'est juste incroyable, c'est délicieux. Mais du coup, est-ce que le fait d'être venu à la salle et d'avoir côtoyé des monuments, comme des légendes de l'alimentation comme Michel Martineau, t'a fait ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qui était une bonne alimentation? Comment toi tu l'as vu, comment toi tu l'as géré, etc. Et encore une fois, de par mon métier, j'ai quand même beaucoup appris sur l'alimentation. Enfin, c'est pas de par, c'est malgré mon métier. J'ai beaucoup appris sur l'alimentation. Parce que pour moi, un diététicien, je savais que ça existait, mais j'avais jamais entendu de discours de pourquoi l'alimentation, elle va dans tel ou tel sens. Donc là, j'ai eu encore un maximum d'infos que j'ai pu récupérer. Pour la première fois, j'ai dû comprendre à peu près 15 ou 20% de ce qu'il disait. Et puis la deuxième fois, j'ai dû comprendre 30, 35 ou 40. Et parce que la première fois, c'est la première fois, puis après, on arrive à décrypter un petit peu ce qui se dit. Est-ce qu'il y a aussi l'acceptation de se dire, il peut dire peut-être l'opposé de quelque chose que tu as pensé toute ta vie, qui était entre guillemets bonne, ou il aborde des sujets, est-ce que c'était vraiment plutôt la difficulté des termes employés, ou est-ce qu'il y avait certains sujets où tu te disais, mais attends, c'est pas possible, j'ai pas pu passer à côté de ça toute ma vie, et du coup tu fermais un peu les yeux? C'est ça, c'est qu'il y a surtout un manque d'infos de ce côté-là que je n'avais pas du tout. Moi, mes infos, elles étaient portées cuisine classique, apprentissage et la façon... Peut-être plaisir aussi. Enfin, quand on va au restaurant, plaisir, c'est vrai que quand je vais au restaurant, j'y vais pour me faire plaisir. Et pas forcément pour bien manger. Mais c'est vrai qu'on a plutôt envie d'avoir un goût qui... C'est tout ce qui se passe dans Enfin, c'est orienté, la cuisine en général, c'est orienté le palais. On met l'accent au maximum sur le palais. Après, dès que ça passe le palais, que ça redescend, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est plus tellement notre domaine. Le domaine, c'est les diététiciens. Et moi, comme j'ai jamais écouté un diététicien, forcément, je ne savais pas ce qui se passait voire pas du tout maintenant que je connais un petit peu, ce qui se passait quand ça rentrait dans le corps. Et le bien manger n'a rien à voir avec le manger comme il faut. Et là, quand on a les bonnes infos et qu'on mange comme il faut, du coup, on peut allier le plaisir. Qu'est-ce que tu as ressenti concrètement au quotidien? J'étais un adepte des crampes.
si on peut dire adepte. Ok. Et du coup, un dimanche soir, on m'a fait comprendre que c'était pas possible d'avoir autant de crampes et en buvant, parce que j'avais aussi bu. Moi, en général, mes crampes, elles passent quand je bois beaucoup. Mais déjà, il faudrait pas en avoir. Et je continuais d'en avoir, c'est que j'avais autre chose que l'hydratation qui allait pas. C'était tu m'as fait comprendre, c'était beaucoup l'alimentation. Okay. Et depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai quasiment plus de crampes. Okay. J'ai des débuts de crampes et ça va pas plus loin. Okay. Et c'est rare. Donc oui, l'alimentation plaisir est importante, mais il faut aussi une alimentation qui soit qui serve à quelque chose en fait. De toute façon, elle sert à quelque chose ou elle dessert à quelque chose quand elle est pas bonne. Forcément, il se passe quelque chose. D'après toi, comment moi c'est un peu mon combat finalement quotidien. J'ai beaucoup de gens qui viennent ici à la Grange pour de la perte de poids, pour de la gestion de poids, que ce soit de la prise de masse, de la perte de poids, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, si j'écoute tous les gens que j'accompagne, ils mangent tous bien. Et je pense qu'effectivement, le plaisir dans l'assiette, ils l'ont tous. Maintenant, d'après toi, qu'est-ce que tu pourrais, quels seraient tes 3 meilleurs arguments pour essayer de leur faire comprendre comme ça que l'alimentation, il y a le plaisir, certes, mais manger correctement, ça aide pour leurs objectifs personnels. L'alimentation, c'est... Moi, j'ai jamais eu de problème de poids parce que je viens d'une famille où on est quasiment tous maigres. On n'a pas de problème de poids dans la famille. Et en plus de ça, j'ai découvert quand même que j'ai une génétique qui fait que j'ai beaucoup de chance. Parce que mes parents, mon père est mort quasiment en bonne santé. Ma mère qui a 85 ans, elle pète le feu. L'année dernière, elle m'a dit qu'elle s'était mise à courir dans une descente. C'est incroyable. Mais des trucs comme ça, en bonne santé, c'est une belle chose. Mais des choses comme ça, je me dis, mais ça vient de quelque chose quand même. Si je suis relativement en bonne santé maintenant et que je vois mes parents, mes frères et mes sœurs, on a un patrimoine génétique qui est intéressant. Et en plus, si au niveau de l'alimentation, on se redirige vers quelque chose de plutôt cohérent, mais c'est avec ça surtout, c'est de reprendre une alimentation cohérente qui m'a fait comprendre que l'alimentation, le changement d'alimentation est très dur. Même pour moi qui n'a pas eu de problème, je me rends bien compte que les gens qui viennent pour perdre du poids, qui ont des infos pour se réorienter d'une autre façon sur l'alimentation, c'est hyper compliqué. Et je comprends bien que ça rebute pas mal de gens parce que psychologiquement c'est très dur. Et puis c'est très dur aussi, y a l'aspect marketing. On te vend les formules miracles, voilà. Les moins 10 kilos en 3 mois, mangez ça, vous allez maigrir, buvez ça, vous allez maigrir. Ce qui est purement du marketing finalement. Ouais. Et c'est vrai que c'est un combat qui est très dur parce que en marketing, il y a des gens bien plus forts que moi. Et quand on te prouve avec des données scientifiques bien claquées au sol... On est toujours sûr de ce qu'on a entendu. Ouais. Parce que ce qu'on entend, les gens qui le disent, ils ont toujours raison. On ne sait pas pourquoi, mais si Pierre, il dit qu'il fait jour et que Paul, il dit qu'il fait noir, forcément, les deux ont raison quand on les écoute les uns après les autres. Mais c'est pas possible ensemble. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Et l'autre problème, c'est aussi l'appétence qu'il y a dans tout ce qu'on bouffe de mauvais. C'est vrai que le Nutella, c'est bon quand on s'en met un petit peu dans la bouche, mais dès qu'on regarde un pot de Nutella au soleil, on panique. Enfin, on devrait paniquer. Et ça pour beaucoup, que ce soit les chips, qui sont hyper salés, parce que le sel augmente l'appétence, le sucre augmente l'appétence aussi. J'ai vu une étude d'ailleurs, et une interview d'ailleurs de quelqu'un qui disait que dans la viande des grisons, qui pourtant est aujourd'hui très mise en valeur pour ses valeurs protéines, oui, c'est qu'une viande séchée. Et bien, en fait, quand il a retourné le paquet, il s'est rendu compte qu'il y avait du sucre dedans. L'appétence, parce que le sucre adoucit, et du coup, ça passe beaucoup mieux. C'est ça. Et puis, quand vous avez quelque chose de salé, la viande des grisons, au départ, c'est salé. Si on met un petit peu de sucre, ça remonte le sel. Uniquement en goût dans la bouche. Il n'y a pas un excès de sel, mais ça fait ressortir le sel. Et si vous mettez une pointe de sel dans quelque chose qui est de la pâtisserie, n'importe quoi, ça fait remonter le sucre et le goût. Et ça, c'est la fausse appétence, parce qu'en fait, elle est mauvaise. C'est ça le problème. Et dans tout ce qu'on mange en général, en gros, la malbouffe, du coup, c'est le problème, c'est l'appétence. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font quand ils mettent en avant un produit. C'est que au départ, on prend plaisir, sans se rendre compte que c'est du mauvais plaisir. Parce que dès que ça passe l'œsophage, là, c'est un peu le caca. C'est pas la même histoire. Et d'ailleurs, ils avaient donné aussi un exemple dans les carottes râpées. Une boîte de carottes râpées, pourtant d'un magasin bio. Donc on se dit, ouais, c'est bio, c'est des carottes juste râpées. Pareil, du sucre dedans. Voilà. Du coup, toi, tes 3 meilleurs conseils, ça serait quoi? Si tu devais aider
voilà, quelqu'un qui voudrait vraiment pas forcément perdre du poids, mais changer son alimentation? Eh ben déjà, il faut qu'il sache que ça va être très dur, mais que c'est possible. Et qu'en général, quand on commence à se poser des questions, est-ce que je vais changer mon alimentation, c'est qu'on a un petit problème, que ce soit du poids ou alors une envie de changer. Ça, c'est le moteur. D'évolution Voilà, aussi, je pense que simplement. quand on vieillit, l'avantage de vieillir, c'est qu'on a du recul et on évite de faire les erreurs qu'on a faites ou les erreurs des autres. Qu'on se dit, ben, je veux pas aller comme ça parce que le résultat, il n'est pas terrible. Alors, je pense que il faut savoir que ça va être dur. Il faut savoir que le bénéfice arrive relativement rapidement. Je parle pas de perte de poids, mais plutôt du plaisir redirigé. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut savoir rediriger son plaisir pour accepter de manger différent. Il faut aussi savoir prendre des conseils sur comment se réorganiser pour continuer d'avoir du plaisir sur une alimentation redirigée. Ok. Ça se fait très facilement, il y a simplement des petits trucs, hein, les épices, des choses comme ça, des fines herbes, qui elles n'ont aucun problème au niveau alimentation, et ça redynamise les plats, et ça permet de varier beaucoup plus, enfin de se diriger beaucoup plus facilement sur une autre alimentation. Ok. Et d'autant... Pardon, je t'ai coupé, mais il y avait le troisième point aussi. Le troisième point, ça va être bénéfique très rapidement, il faut en prendre conscience, il faut savoir que ça va arriver. Être patient finalement. Il faut beaucoup de patience, mais beaucoup de volonté. De ne pas replonger dans les chips, le Nutella et tout ça. Voilà. Il faut arriver à prendre conscience que les faux mauvais produits, je dis faux parce que ils ont l'air d'être sympas, le Nutella c'est bon, les chips, tous ces trucs-là, ça a l'air d'être bon, mais ça a que l'air du coup. Dès que ça passe l'intérieur de la bouche, ça n'a plus l'air du tout. Et il faut savoir que... Enfin... c'est pas donner des conseils, mais moi je me suis aperçu que j'avais pas trop, je savais que c'était pas bon. On se fait tout savoir, on est bouffeur de cacahuètes devant la télé, on mange des cochonneries à 4 heures. Le chocolat aussi, à ce qui paraît. Oui, c'est mon péché mignon, le chocolat j'ai beaucoup de mal. Je suis arrivé à finir le stock que j'avais et de pas en racheter. Pour l'instant, je tiens. Et pourtant c'était plutôt du chocolat noir ou des chocolats mélangés. Mais après, c'est comme tout, c'est aussi... le faire de manière dans des quantités abusées quoi. Voilà. Et déjà moi les quelques conseils que je peux donner pour rebondir sur ce que tu disais qui est super intéressant, c'est de déjà pas tout changer d'un coup, d'accepter que bah ouais ton alimentation elle est pas ouf, mais que de te dire je fais on off lundi, dimanche je mange n'importe quoi et lundi je changerai tout. Ça, on sait, ça ne marchera pas. La volonté, elle est épuisable. Quelques-uns qui ont une volonté de faire. Parce que vraiment, beaucoup de volonté. Mais la volonté, elle est épuisable. Ou alors, c'est autrement, c'est un danger de mort. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer radicalement. Alors, donc, mais la majorité des gens, c'est vrai, il faut que ce soit plutôt progressif. Vraiment d'y aller progressivement, commencer à enlever chaque semaine des mauvaises habitudes que tu as. Et après, une fois que tu as enlevé, grosso modo, les mauvaises habitudes, tu essayes d'instaurer des nouvelles règles, mais le tout ou rien, franchement, si ça marcherait, ça... C'est comme arrêter de fumer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'arrête de fumer, ça a été possible avant, maintenant c'est plus possible. C'est ça. Et d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur du coup ton expérience que tu as accepté de partager avec moi et qu'on va mettre en place là dans les prochains mois, notamment avec des idées de recettes d'alimentation à base d'alimentation saine, mais avec l'objectif de garder, on va dire, le plaisir dans la bouche, quoi. Oui. Et je voulais aussi revenir sur le fait de changement où tu disais c'était très vite. Moi, j'ai le souvenir le jour où je buvais beaucoup de café et du café sucré. Et le jour où j'ai arrêté le sucre dans le café, mais c'était horrible. Pendant 4 semaines, je me suis forcée à boire du café non sucré, mais avec le goût le plus horrible qui pouvait exister dans ma bouche, quoi. Je l'ai fait aussi. Mais par contre, aujourd'hui, je suis incapable de boire du café sucré. Et j'ai éliminé tout le sucre qui n'est pas naturel dans mon alimentation. Aujourd'hui, le moindre truc trop sucré, je trouve ça horrible et abusé. Par contre, le changement, mais c'est un enfer. Et pourtant, j'avais à la base quand même pas une alimentation qui était complètement déréglée et abusée. Donc vraiment, voilà, pour en revenir sur vraiment y aller progressivement. Mais c'est vrai qu'en revenant sur le café, moi, le café, ce qui m'a fait arrêter, c'est un sommelier. On mangeait ensemble, tout le personnel mangeait à la même table, et un jour, il me regarde et il me dit « Tu sais que j'en ai vraiment marre de te voir mettre du sucre dans ton café. » Il me dit « Le café, c'est comme le vin, est-ce que ça te viendra l'idée de mettre des carreaux de sucre dans du vin ?» Je lui dis « Non, c'est une hérésie, j'ai jamais entendu parler de ça. »
Mais il me dit, mais le café, c'est pareil. Le café, il y a des torréfieurs, des torréfacteurs qui font des cafés différents, qui font des mélanges différents. C'est un métier. Le bon goût du café, c'est un métier. Tu sais très bien qu'il y a plein de cafés de variétés différentes. Pourquoi mettre du sucre dedans? Je considère le café comme du vin, bois-le sans sucre et essaye de trouver des arômes du café que tu bois et des arômes différents des autres cafés que tu vas boire. Et quand j'ai pris conscience que le café, c'était comme le vin, on n'avait pas à rajouter du sucre dedans, je pense que ça s'est passé beaucoup plus facilement qu'avec toi, parce que j'avais cette information qui t'aide à comprendre et à accepter la difficulté de virer le sucre du café. Mais du chocolat aussi, c'est une règle générale. Quand on a la bonne information, on comprend d'autant mieux et plus facilement un changement physique, parce que manger, c'est physique. C'est pas que intellectuel. Hein. C'est pas que intellectuel, mais c'est vrai que c'est, je pense, une qualité aussi chez toi où tu es vachement ouvert d'esprit, où tu sais clairement pas tout. Il y a pas mal de choses que tu apprends au fur et à mesure, mais tu es complètement ouvert d'esprit. Et c'est vrai que le fait de te dire, t'es pas borné sur telle ou telle chose et tu vas écouter, tu vas dire, ah ouais, elle était intéressante cette information, je vais essayer de mettre ça en place, etc. Finalement, si on regarde d'un peu plus près ton parcours, pourquoi tu as récupéré si vite? Chaque fois, tu as mis toutes les chances de ton côté. Le kiné, il te disait de mettre ça en place chez toi. Tac, t'allais le matin au kiné, tu refaisais la séance à midi, tu la refaisais le soir. T'arrivais à la séance de sport, tu me disais, ouais, le kiné m'a dit ça, etc. Il faudrait qu'on l'inclue dans la séance. Hop, automatiquement, on l'incluait dans la séance de renforcement musculaire. Et du coup, c'est pas que t'es... Enfin, bien sûr, il y a la génétique, il y a tout ce que tu veux. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a aussi le fait, ta manière de vouloir mettre les choses en place et d'évoluer. Finalement, tu pourrais dire, ouais, bah c'est bon, j'ai 64 ans, en gros, je sais un peu tout, j'ai un peu tout vu. Non. Et toi, pas du tout. Le moindre sujet, tu vas être passionné. J'ai aussi pris conscience que mon corps avait une valeur. Et il n'y a que depuis que je suis ici que j'ai compris ça. Alors je le savais, mais philosophiquement. Et mon corps, il est à moi. Et la deuxième chose que j'ai mis en place aussi, c'est qu'à la retraite, j'ai jamais pris... je me suis jamais mis en avant, mais j'ai jamais aussi cherché à faire des choses pour moi, parce que déjà, j'avais pas le temps. Et à la retraite, je me suis dit, maintenant je fais la retraite, ça fait longtemps que les filles sont parties, qu'elles travaillent, qu'elles sont autonomes. Le couple, c'est le couple, on se connaît, il n'y a pas de problème. J'avais vraiment envie de faire des choses pour moi. Ok. Et du coup, je te coupe, mais est-ce que tu as des objectifs particuliers, voilà, à la retraite, des choses que tu aimerais faire, ou une philosophie où tu te dis, vas-y, maintenant c'est bon, je suis à la retraite, la vie je veux la voir comme ça, ou je veux absolument accomplir telle ou telle chose, même si c'est complètement fou et aujourd'hui irréalisable. Hein. Je suis prête à... Alors la retraite, je la voyais pas comme ça. On avait prévu de partir en voyage, on était parti sur partir 6 mois, revenir 6 mois en France. Bon, du coup, on est complètement hors sujet pour plein de choses différentes. Je me suis un peu plus impliqué ici que forcément j'aurais dû, parce que je ne devais pas être là aussi longtemps. La retraite, je pense qu'il faut être un petit peu égoïste. On est un couple, on fait des choses ensemble, mais il faut aussi, c'est le moment, le début de la retraite, je pense que c'est le moment là où on est encore assez frais, c'est le moment où il faut penser à soi, balayer un peu toutes les cochonneries qu'on a mangées, qu'on a faites, qu'on a dit. Je me suis rendu compte aussi que depuis que je suis en retraite, que j'ai dit beaucoup de conneries. Que voilà, c'est un peu une remise en question parce que notre vie change complètement. Et tu dis que je suis ouvert d'esprit. Il faut se botter le cul pour être ouvert d'esprit. Il faut jamais prendre ce que les gens disent pour des conneries. Il faut les écouter. Il faut faire le tri, bien sûr. Hein. Mais je suis loin de savoir tout et j'ai jamais eu. Mon caractère est comme ça. Je suis plutôt à me sous-estimer plutôt qu'à me surestimer. Donc du coup, c'est un peu une qualité, je me rends compte, parce que ça permet d'être un peu plus ouvert. Tu es très à l'écoute sur voilà, tous les sujets, ça. Finalement. Oui. Et le fait de, par exemple, les filles, j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de mal avec les filles, les femmes, avoir un contact libre, libéré, enfin de parler normalement comme un mec. Et ça, je l'ai appris ici. Je l'ai mise en place, si ça se met en place. Disons que j'ai pu me dépêtrer un peu de ce petit problème-là. Enfin, c'est pas un problème, hein, un blocage, quelque chose qui me gênait un peu. Depuis que je suis ici, parce qu'on est souvent avec beaucoup de filles, des fois qu'avec des filles sur certaines activités,
On est souvent ensemble parce que je fais beaucoup de bénévolat et on est beaucoup avec très actif au parc d'ailleurs. Oui. Et puis voilà, j'ai découvert que j'adorais les enfants. J'ai beaucoup aimé mes filles, mais du coup les enfants des autres, bah, c'était les enfants des autres. Et du coup de s'impliquer un petit peu avec les tout petits là, d'ailleurs ma femme n'a pas reconnu, mais moi je me suis pas reconnu non plus. Hein. Ouais, c'est bluffant, mais ta capacité d'apprentissage, enfin, j'ai eu même des stagiaires qui étaient voués à faire ce métier-là. Mais personne n'a progressé aussi vite que toi. Ouais, parce qu'il faut ça. Moi, je l'aurais pas fait plus jeune. Là, quand on est à la retraite, l'avantage c'est qu'on a du recul, donc on a des choses derrière nous, mais aussi on a la liberté de pas de soucis, tout est cool en fait. Il y a aucune contrainte, sauf de se faire plaisir et de redécouvrir. J'étais vraiment impliqué à 200% dans mon métier pendant plein d'années, et maintenant je suis passé complètement à autre chose. Et je réapprends autre chose, un autre métier, une autre vision, une partie d'activité que je connaissais pas du tout. Et c'est un vrai plaisir et c'est une découverte quasiment tous les jours. Voilà, je fais du bûcheronnage, je suis avec des tout petits, c'est bluffant. Voilà. Ouais, c'est bluffant. Et pour moi, de faire plein de choses différentes, c'est génial. Moi qui ai fait que de la cuisine toute ma vie, là, c'est hyper varié et c'est un vrai bonheur. Ok, c'est vraiment super, super intéressant. Donc tes projets ou tes objectifs, est-ce qu'il y en a vraiment des précis? Est-ce que tu dis, franchement, avant de mourir, je veux absolument avoir fait ça? Est-ce qu'il y a des choses vraiment folles? Il y a plein de choses sympas qui m'arrivent régulièrement. Que du jour au lendemain, tiens, tu nous proposes des trucs, j'ai des potes qui me proposent des balades. À la limite, c'est pourquoi avoir des objectifs. Tout ce qui vient, c'est bien. Toi, tu prends, Moi, je prends. Je suis monsieur oui. Moi, si je peux, je dis oui. Et tout me va, parce que c'est varié. Alors, tout me va dans ce qu'on me propose d'intéressant. Si quelqu'un me dit, tiens, tu veux pas me donner un coup de main à faire l'informatique? Non, parce que j'y connais rien. Puis deux, du travail à l'intérieur, je ne viendrai pas le faire. Okay. Voilà. Et tout ce qu'on propose en général, c'est plutôt des activités extérieures ou sportives ou de ce genre-là. Donc plutôt dans ce type-là. Voilà. J'ai jamais été écouter un concert en montagne. J'en ai fait un. J'aurais dû en faire un deuxième, ça n'a pas marché, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Je savais que c'était bien, mais quand on n'est pas impliqué, on le sait comme ça, on ne sait pas de soi-même. Et voilà, j'ai pas vraiment un objectif, sauf que le sport, je vais continuer. Je me rends compte que de se muscler, c'est pas faire grossir ses muscles, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et quand en fin d'activité professionnelle, on commence à avoir mal au dos, ça coince un peu, on a un peu du mal à se plier, d'être bien dans son corps, ça fait un bien fou, quoi. On est... Comment je pourrais dire? On est bien dans son corps, on est à l'aise, on n'a plus de contraintes physiques, on est content de pouvoir soulever des charges. Quand tu veux, finalement. Voilà, le matin, on se réveille, 64 ans, c'est 64 ans, ça coince toujours un petit peu, mais la mise en route est faite et après ça coule tout seul. 3 pas, tu boites, est ce qu'il paraît. Après 3 pas, tu boites plus. Ouais, c'est des infos qu'on va lâcher, je sais pas. Mais voilà, c'est super agréable. Toi, tu vois vraiment ça, l'objectif finalement d'être... Parce que à la base, c'était quand tu es arrivé ici pour en revenir à tes blessures, à la base, c'était juste un mois le temps de t'occuper finalement. Plutôt. C'était vraiment... Il n'y avait pas d'objectif long terme, parce que pour toi, la salle de sport, jamais. On a tout ce qu'il faut dehors. Et finalement, finalement, ton objectif, tu t'es quand même rendu compte que ça t'apportait un certain bien-être et... au quotidien. Même plus qu'un certain bien-être, hein, c'est vraiment... quand on fait des activités, n'importe quoi, se baisser pour vider la poubelle, faire son lit, plein de choses comme ça, toutes bêtes, on est bien dans sa peau, on n'a plus mal. Et soulever des choses un peu plus lourdes ou aller chercher des trucs, les bras tendus, le corps tendu, choses qu'on ne pouvait plus faire avant, on peut les refaire. C'est un vrai bonheur d'avoir un corps qui fonctionne correctement. Et super, ça, c'est hyper intéressant. Et il faut entretenir, parce qu'on sait bien que dès qu'on arrête, ça régresse. Mais c'est un plaisir d'entretenir de plein de façons différentes. C'est ça qui est bien aussi. Ok. Pour en revenir sur du coup ton parcours de vie, où toi tu t'es clairement interdit toute autre activité qu'activité professionnelle pendant des années. Si toi aujourd'hui tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est âgé entre 30 et on va dire 50 ans et qui est full travail, est-ce que tu l'encouragerais à rester ou est-ce que tu l'inviterais à prendre un peu de temps? C'est pas facile parce que donner des conseils, je suis pas sûr que ça sert à quelque chose. Moi j'en ai énormément pour faire différent, on a essayé de me changer, on m'a donné plein de conseils, j'étais pas prêt à les écouter. Les meilleurs conseils c'est s'écouter et prendre des décisions dans sa vie, il faut pas attendre que ce soit les autres qui les prennent. Tu ferais la même chose toi?
Tu changerais quelque chose? Sur ma vie professionnelle ou sur ma... Bah, ta vie professionnelle était complètement liée à ta vie personnelle finalement. Oui, Vous oui, avez bien dédié 20-30 ans de On votre a vie à votre été hôtel pris par restaurant. l'argent parce qu'on n'avait pas assez, souvent pas assez. Est-ce que tu changerais quelque chose ou tu aurais refait la même chose si tu devais le refaire? Non, parce que pour ma vie professionnelle, on s'était donné un objectif, c'est-à-dire que c'était la boutique avant nous. On n'avait pas donné de date, on s'était pas dit dans 10 ans si ça fonctionne pas on change ou on se donne que 10 ans pour se donner à fond puis après on pensera à nous. On a dit au départ ce sera la boutique en priorité. De toute façon, on n'avait pas d'heure de libre pour faire autre chose. Donc ça s'est un peu enclenché tout seul. De fil en aiguille, on a toujours remboursé sans aucun problème. Déjà, c'était une grande fierté pour des gens qui démarrent avec pas beaucoup Ouais, t'as d'argent. démarré de rien, ce que tu disais. D'avoir jamais raté un remboursement, ça a été une fierté pour nous. On a été, ça nous a donné une crédibilité à la banque, aux fournisseurs et à plein de gens. Et ça, c'est important d'être crédible. C'est un peu du nombrilisme, mais dans le monde des affaires, enfin, pour notre part, si on n'était pas crédible, on se serait senti vraiment mal. Ok, et donc du coup, tu changerais rien? Je changerais rien. La vie est comme elle est. Les regrets servent à rien. De toute façon, ils servent quand même à une chose, c'est soit à refaire les mêmes erreurs, soit à tirer des conséquences de ce qui n'a pas marché, ou de tirer du positif. Okay. Et quand on arrive à tirer du positif, même dans des situations un peu scabreuses, psychologiquement, ça aide, et ça permet de rebondir, et de ne pas se bouffer le trognon toute la journée en faisant des dépressions, ou de se sentir mal, ou en faisant des ulcères. Okay. Je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas se cacher des mauvaises choses, il faut garder les bonnes, mais les mauvaises choses, il faut plutôt essayer de les positiver. Physiquement, ça aide. Moi, j'ai tellement eu de gens qui avaient des ulcères parce qu'ils se faisaient du souci pour des bêtises. Hein. Souvent, c'est des bêtises parce qu'on ne peut pas changer la vie. La vie qui est derrière nous, on ne peut pas la changer. C'est fait, c'est fait. Donc, à quoi ça sert de te manger la rate? Ça facile à dire, pas forcément facile à faire. Hein, c'est un grand débat. C'est un grand... bien sûr. Mais si on peut tendre à aller de ce côté-là, c'est beaucoup plus simple. Clairement. Et puis, faut pas. Qui est-ce qui sait tout? Personne. Il faut mieux être un petit peu en retrait, prendre plein de conseils, faire le tri et aller dans une direction qu'on semble bonne, plutôt que d'écouter. Enfin, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ne pas trop écouter les autres si on n'est pas prêt à les entendre. Si on écoute et qu'on change, c'est très bien, mais si on écoute plein de gens et qu'on ne change pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Il y a un moment donné, et souvent je pense que c'est fin de carrière, début de retraite, on sent que le changement va arriver ou est arrivé, et là, si on se donne la liberté d'avoir un volant d'action important au niveau des nouvelles écoutes, des choses qui se font. Ma mère, qui a gardé beaucoup de petits, elle a été péricultrice quand elle était toute petite, elle nous dit encore des choses comme « Ouais, mais moi, moi je suis du métier, à mon époque, quand j'ai appris à l'école, on nous disait ça. » Elle n'arrive pas à comprendre que la vie, les années, les dizaines d'années sont passées et qu'il y a une évolution hyper rapide depuis très longtemps. Elle ne veut pas se remettre à la page. Elle a une bonne génétique, mais la tête un peu bourrée. T'exagères quand elle va écouter ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas croire que tout ce qu'on nous a dit ou tout ce qu'on a su avant, souvent ça ne tient plus maintenant. Okay. La vie avance tellement vite que les acquis d'avant ne sont plus les acquis de maintenant. Il faut s'ouvrir aux nouveautés, enfin okay. à la vie qui avance, c'est pas des nouveautés, hein, c'est la vie qui avance. Et comme ça fonctionne vachement bien, je trouve. Okay. Il faut pas bourriquer dans son coin, à pas vouloir croire que ce que racontent les jeunes. Alors, il faut aussi écouter les jeunes, parce que la vie qui avance, c'est pas nous, c'est les jeunes. Et on réapprend la nouvelle vie de maintenant avec les jeunes. J'allais justement, la question suivante, c'était est-ce qu'il y a des personnes, toi, qui t'inspirent? Est-ce que il y a des gens qui t'inspirent? Forcément. Les gens qui sont un peu comme moi, qui sont droits dans leur boîte, les gens qui sont crédibles, les gens qui ont un discours qui n'est pas toujours soit cohérent, soit juste pour soi. C'est pas qu'ils disent des conneries, mais on n'adhère pas forcément. Mais du coup, il n'y a personne qui est nul et il n'y a personne qui est hyper intelligent. Il faut prendre des portions des gens. On ne peut pas dire que quelqu'un est con. Quelqu'un fait des conneries ou dit des conneries à un moment T. Même si quelqu'un est bien en règle générale, il ne faut pas rêver, on dit tous des conneries à un moment donné, et on fait tous des conneries parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est que des humains. Okay. Et je pense que ça, si on l'a dans la tête, on admet qu'on fasse et qu'on dise des conneries. J'ai aussi appris
à dire oui, je reconnais, j'ai fait des conneries. Il y a longtemps que je suis comme ça, je reconnais mes torts. C'est pas toujours facile, on se fait pas plaisir à soi. Mais le fait de reconnaître ses torts, de pas toujours dire non, non, mais moi j'ai raison, même si c'est une connerie, parce que pour pas dire simplement qu'on a tort, je crois que ça aide aussi à l'ouverture d'esprit. Ouais. Et voilà, toi, comment tu fais toi, tu fais quand même partie d'une génération qui est moins connectée que ma génération, voire même les plus jeunes, qu'on a la chance d'entraîner de temps en temps. Ça, c'est un grand débat. Pour pouvoir rester t'inspirer, c'est vrai que si tu regardes uniquement les médias classiques, par exemple la télévision, c'est vrai que tu peux avoir du mal à rester ouvert quand tu vois que des drames toute la journée. La télévision referme, pour moi. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est dit, next. Du coup, toi, comment tu fais tu discutes avec les gens. Est-ce que tu je sais pas, regardes YouTube, des streams, des podcasts. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Comment tu fais finalement pour toi rester très ouvert d'esprit comme tu l'es? Alors, au départ, avant de parler d'ouverture d'esprit, j'ai arrêté de regarder la télévision classique, la 1, la 2, la 3, etc., depuis très longtemps. J'ai bien compris que les infos de maintenant sont exactement les mêmes. J'exagère un petit peu, mais les discours des anciens présidents de la République, bizarrement, on les retrouve encore maintenant. Pourquoi? C'est pas normal, parce que la société a quand même beaucoup changé. Voilà. Toujours voir les mêmes émissions. Alors, ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup regardé la télé, parce que quand on a un hôtel-restaurant, on est quasiment obligé de rester, et qu'on n'a pas de personnel, H24 dans l'hôtel, parce que le temps des repas, il est relativement court dans une journée, il n'y en a que 3 par jour. Et les gens qui dorment, ils viennent le soir, ils dorment, ils repartent le matin. Mais nous, on est obligé de rester toute la journée parce qu'il y a les gens qui réservent pour les jours, les semaines et les mois suivants. Donc, au téléphone, on est quand même obligé de là. Et on ne peut pas aller se baigner avec le planning et le matériel, l'ordinateur et tout. Moins connecté à l'époque. Je pense que ça se fait maintenant, mais nous, on ne savait pas faire. Et puis, au départ, ça n'existait pas. Donc, on est aussi resté comme ça bloqué parce qu'on ne pouvait pas sortir. Ok. Redis-moi ta question. Au niveau d'être connecté. Donc, j'ai jamais. Moi, le téléphone en cuisine, il n'y en a pas besoin. Ok. Cathy, qui était à la réception, au service et dans les chambres. Et toi, du coup, tes trois. Je te coupe, excuse-moi, mais tes trois sources, comment tu fais pour rester à la page, rester ouvert d'esprit, connaître, apprendre des nouvelles choses, connaître. Qu'est-ce que tu regardes? 3 choses que tu écoutes, regardes, qu'est-ce que tu... Alors déjà, plus la télévision, sauf YouTube, parce que je prends tout. Mais c'est pas la télé, tu peux la regarder sur la télé, mais c'est... Ben justement, parce que je dis différent. Sauf YouTube, parce qu'à la télé, je regarde que YouTube. Okay. Je choisis donc mes vidéos, mes programmes, c'est moi qui choisis. Okay. J'arrive à voir si... Enfin, comme tout le monde, on sait si ça plaît ou ça plaît pas. Mais j'ai mis hors champ toutes les infos nationales. Ça, je supporte plus de les entendre. Okay. D'autant plus que quand on a un restaurant, on a beaucoup de monde. Et dans ces beaucoup de monde, une fois, on a eu TF1 et Antenne 2 en plein hiver qui sont venus, 2 groupes de 8 grosso modo. Il n'y avait personne nulle part. Ils sont là, ils étaient venus parce qu'il y a eu un problème de dégazage il y a eu l'Erika notamment, qui a mis du gasoil de partout, du goudron partout. Okay. Et donc c'était un reportage. En plein hiver, ils étaient que là. Et donc ces gens-là, alors ils représentaient TF1, ils représentaient Antenne 2, mais ils n'étaient pas payés pour. Eux, ils faisaient les reportages et ils les vendaient après. Et donc ces gens-là, en plein hiver, quand il n'y a personne d'autre, c'est des gens qui aiment discuter. Et nous aussi. Donc on a discuté. Mais on a discuté dans des discussions lambda. Ils n'avaient rien à gagner dans ce qu'ils nous disaient. Ils n'avaient rien à perdre et nous non plus. Donc ils nous disaient quand même la vérité parce qu'ils s'en foutaient de ce qu'on pensait en fait. Okay. Mais ils avaient plaisir à parler avec nous. Et quand j'ai compris qu'en fait, quand ils nous ont dit que dans un reportage, il n'y a que 50% de vérité et que l'autre 50%, c'est des petites fleurs pour qu'ils puissent vendre leur reportage, parce qu'ils nous ont dit si on dit que la vérité, on ne pourra jamais vendre notre reportage, il faut un peu l'embellir. Mais ils ne nous ont pas dit quel 50% fallait écouter. Parce qu'eux ne le savent pas non plus, c'est pas eux qui font le montage. Et alors comment on fait pour croire ce qu'on nous dit? Est-ce que j'écoute? C'est la première partie des 50%, c'est la deuxième? On ne peut pas savoir. Donc c'est que du flanc. Voilà. Okay. Pour moi, ce jour-là, j'ai compris que les informations ne pouvaient pas être crédibles parce que c'était trop aromatisé, trop embelli pour qu'on puisse les croire. Donc j'ai arrêté de regarder la télé et les infos.
Ok, Les donc tu infos, j'en restes ai vraiment, plus, à tu la limite, je préfères, sais même plus dans le gouvernement comment il s'appelle. Bon, j'exagère, mais c'est plutôt comme ça. Ok, ouais. Parce que c'est pas important. Puis toi, tu préfères vraiment choisir. J'ai tes plus le temps propres d'écouter ce que j'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois. Ma mère continue de regarder encore les informations, de s'y intéresser, je ne sais pas comment elle fait. Je parle de ma mère, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. Du coup, moi, la retraite, c'est plaisir. Et quand il n'y a pas plaisir, je ne fais pas. Donc, Ok. mes infos, j'en ai pas beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos de gens du voyage, de gens qui font de la moto, de gens Des qui choses font qui de la t'inspirent et qui te font mécanique, un peu de rêver, gens quoi. qui font de la plomberie. Voilà, j'aime bien les métiers comme ça, que je connais pas, donc je redécouvre, hein, comment on fabrique des couteaux, comment on fabrique des chaises. Voilà, j'aime bien tous ces petits reportages-là, qui sont faits par les gens, donc ils vont pas dire des conneries, c'est leur métier. C'est authentique. Et comme ils font des vidéos, c'est que ça leur fait plaisir. Voilà. Après, un peu Insta, parce que ça me change un petit peu, mais souvent c'est les Tu conneries. vois un peu les conneries que je poste comme ça. C'est ça. Voilà. Non, j'ai pas beaucoup d'infos de ce qui se passe ailleurs, parce que je suis tellement bien ici. Mes infos, c'est le temps qui fait, même s'il fait pas beau, du coup c'est pas grave, ça n'empêche pas de sortir. Et, Ok. Ouais, tu et kiffes. les infos des gens qui gravitent autour de moi, comment va un tel, tiens, il y a un gars qui est mort. Et Gérard, il est mort il y a 3 jours, en fait c'était pas vrai. C'est quand même bizarre. Voilà. On va Là, balancer des propagandes comme ça sur le voisin. là, on fait attention, parce qu'on connaît les gens. Est-ce qu'on a besoin de savoir que Macron, il paraît qu'il est homo? Ben, je m'en fous complètement, mais ça fait quoi dans le sujet de savoir qu'un gars est homo? C'est pas une information, ça. Ouais. C'est sa vie privée. Ce genre d'information, moi, j'en veux pas. Ok. Hein, déjà, chacun fait sa vie, puis ça me rapporte quoi? À part déblatérer sur quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu veux juste du kiff, quoi. Voilà, du kiff, ouais, du ouais. kiff et du kiff. Oui, oui, moi j'ai l'avantage quand on est à la retraite, c'est qu'on a bouffé en général pas mal de conneries, je trouve, et qu'on arrive à comprendre que c'est des conneries et de s'en détacher. Et Ok. on n'a plus le temps à vivre, hein, forcément. Plaisir, plaisir, plaisir. Plaisir, plaisir, Voilà. plaisir. Bon, bah je crois J'attends qu'on va... rien, moi j'attends rien, je prends tout. Ok, parfait. Comme ça, pas d'objectif, même à moyen terme. Mon objectif, c'est d'essayer de continuer ce que je fais, de rester en bonne santé. J'ai pris conscience de plein de choses sur mon corps, sur ma façon d'être. J'essaie petit à petit de me changer. Je continue pour mon corps de faire ce qu'on m'a conseillé et je trouve que ça marche très bien. C'est ça mes objectifs. Et Ok. dès qu'il y a quelque chose de différent qui m'arrive, si ça me va, je prends et je change. Et du plaisir. Et de Bon, plaisir. bah je crois que c'est une... on arrive à peu près à la fin. Je crois qu'on a fait Je un peu crois le qu'on tour. a un peu fait le tour. Voilà. D'ailleurs, il me reste 2 petites questions. Non, une question. Et aussi, bah, déjà, te remercier d'avoir pris le temps. De te remercier aussi bah, pour tout ce que tu fais, que ce soit pour les enfants, pour le parc, etc. Mais du voilà. temps j'en ai. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas de Comme problème tu as de ce du côté-là. plaisir, donc ça va, mais voilà. Ouais. En tout cas, c'est vraiment chouette que ce soit pour les enfants. Hein. De toute façon, quand t'es pas là, ils te demandent même où tu es. Voilà, pour le Mais parc, c'est vrai que c'est un Ce que kiff. j'ai déjà dit, c'est toujours 50-50. On croit qu'on donne beaucoup, en fait non. On donne 50, on prend 50. Ah. Si j'avais rien à tirer de tout ce que je fais, je viendrais pas. Ah, mais c'est chouette en tout Et cas. il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai jamais fait de bénévolat. Pour moi, le bénévolat, les peu de retours que j'ai eu, ils tirent profit, ils tirent parti, c'est un faire-valoir. Donc, j'avais pas une très bonne image. Et de faire du bénévolat ici, alors ça a été quelque chose qu'on m'a pas demandé, c'est quelque chose que j'ai un peu mis en avant, j'ai proposé, on a accepté, enfin tu as accepté, un vrai bonheur. Ouais, Ça, ouais, il n'y a pas d'argent en compte, il n'y a pas de sentiment en compte, on aide et on reçoit en retour. Quand tu m'as dit que quand je ne suis pas venu et que les petits m'avaient réclamé, Ah, mais c'était fou. là j'avais gagné 50 000 euros. Là. Ah, mais là c'était Incroyable. incroyable. Les enfants, il y avait Voilà. des enfants, c'était non, mais Émilie, il n'y a pas d'homme aujourd'hui. Mais on va faire comment? Limite, que moi, c'était pas possible. Quoi. Voilà. Et le C'était pas bénévolat, suffisant, le c'est bénévolat, incroyable. ça apporte une satisfaction, Ouais. un petit peu de faire valoir, parce qu'il ne faut pas rêver, on a un peu mis en avant, d'ailleurs ça m'a beaucoup surpris, hein, parce qu'à chaque fois que tu m'as dit des choses que te disaient les petits, quand je disais à Cathy, tiens, ils m'ont dit ça, Cathy, de toi, ça vient de toi. Ouais, Voilà. C'est vrai qu'elle t'a pas très bien vendu au départ, hein, Katia. Elle a un Ouais, peu c'est la triste réalité, mais il n'y a pas que ça non Wow. plus. Il n'y a pas que ça non plus. Bon, bah, voilà, top, c'est top. 50-50, Donc voilà, ça un me grand fait plaisir. merci. Et du coup, bah, qui pourrait être mon prochain invité en tant que sportif de la Grange? Qui me conseilles-tu d'inviter? Qui penses-tu qui a une histoire un peu sympa à nous raconter? Ah bah, l'histoire sympa qui ferait du bien à tout le monde, si les gens sont un petit peu peureux sur la bobologie, même si ça c'était pas de la bobologie, l'ami Fouz, avec le gros pépin qui lui est arrivé, et comment il a Histoire incroyable. rebondi, Craque pas trop d'infos. Hein. et comment il est devenu,
Ok. Et grâce à un petit peu, enfin grâce à beaucoup de choses en fait. Hein. Et à lui surtout. Il y a eu de la volonté, il y a eu des aides extérieures, il y a eu des mises en place de fêtes. Alors beaucoup de volonté forcément, parce que Fou c'est aussi un cas à part, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Lui, je pense qu'il aura une bonne histoire à raconter, mais du coup, c'est pas du faire valoir, c'est plutôt à l'écouter, à comprendre qu'on peut pas être comme lui, c'est pas possible, mais on peut s'en inspirer, et aussi ça veut dire que tout est possible. On peut être très bas et très abîmé, la vie n'est pas finie. Il m'avait dit, moi, le trampo, c'est terminé, ça m'a tellement marqué, ça a marqué ma famille, plus jamais je mettrai les pieds dessus. J'ai quand même vu sauter à pieds joints, c'est le saut le plus simple, de l'airbag. Et il a refait du trampoline. Et il a refait du trampoline. Ça veut dire qu'on peut être très bas et remonter en étant accompagné et en voulant être accompagné. Ouais. Il aurait pu se refermer chez lui. Non. Tout le monde lui a proposé son aide. Et il l'a gentiment accepté. En plus de sa volonté, mais je pense que l'effet groupe, qui est quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a énormément marqué, qui m'a fait comprendre plein de choses, cet effet groupe sur des grosses cassures, ça peut rétablir un bonhomme qui n'est pas comme Fous, qui n'a pas une volonté énorme. Ça peut aider quand même à remettre en place des gens. Ok, bon bah écoute, je vais proposer ça à Fouz. Un grand merci Dom. C'est moi qui te remercie beaucoup. À bientôt pour venir transpirer à la Grange. Bye bye. Je crois que ta boxe ce soir. Pas trop mal. C'est ça, boxe. Super. Merci Allez, bien. bon après-midi. Bye bye.